Bienvenue à la séance d'information de l'automne 2019. Donc ce soir, je vais vous parler de ce qu'on fait à Voyage FQCC. Voyage FQCC, c'est une agence de voyage, hein. Ce n'est pas juste des circuits caravanes. Donc je vais commencer peut-être un petit 10 minutes sur les produits de l'agence pour que vous soyez au courant. Puis après, on va se consacrer vraiment aux circuits caravanes. Alors, je suis sûre que vous avez plein de questions, mais vous allez voir que je parle beaucoup. Et je vais certainement répondre au cours de la soirée à vos questions, mais il y aura quand même une période pour ça à la fin. Et je reste également disponible par la suite. Donc, agence de voyage partenaire de la FQCC. Alors, vous voyez, il y a deux gros tronçons de l'agence de voyage. Donc, d'un côté, on a les locations de véhicules récréatifs un peu partout dans le monde. On fait aussi des pénichettes en Europe, des croisières à la fois individuelles et de groupe, les produits classiques qu'on retrouve dans toute agence de voyage. Donc, si vous avez l'envie d'un forfait sud, d'une location d'auto en Europe, d'un voyage en Tanzanie, peu importe si ça existe, c'est un peu comme Rona, on le fait, on l'a. De l'autre côté, les circuits caravanes, qui sont vraiment notre produit phare. Je suis sûre que vous connaissez tous les circuits caravanes, au moins de réputation. On en fait donc l'été et l'hiver, tout comme on en fait en Amérique du Nord et on va voir en Europe depuis les dernières années. Alors, si on regarde la location de véhicules dans le monde, la location de VR, j'imagine que ce soir, vous avez tous un VR? Oui, d'accord. Mais peut-être que vous avez des amis ou de la famille qui n'en ont pas et qui voudraient peut-être le tester avant d'en acheter ou tout simplement vous accompagner. Donc, à ce moment-là, il est bon de savoir qu'on fait des locations partout en Amérique du Nord, vraiment tous les États-Unis et le Canada. On a également 15 pays d'Europe que l'on couvre. Donc, on a beaucoup de membres qui louent un VR en Europe, peu importe le pays, et ils peuvent se promener d'une place à l'autre. Ensuite, on a l'Océanie, donc en Australie et Nouvelle-Zélande, la même chose, on a des locations de véhicules récréatifs. Et enfin, en Afrique, on a le Maroc et l'Afrique du Sud. Et on a le Japon qu'on ne voit pas sur la carte. Donc, on va voir le type de véhicule que l'on loue. C'est du classe B au classe C en général qu'on va retrouver. C'est souvent des véhicules européens, donc des Fiat, des Mercedes, des choses que l'on connaît. Donc, des bons véhicules. Alors, on peut les voir dans un des 4 pays cités tout à l'heure. Et puis, quand on loue nous-mêmes des VR pour nos groupes, nos circuits caravanes, c'est le genre de véhicule que vous allez retrouver. Vous voyez, c'est rapide. Je vous parle de la location de pénichettes. Donc, la pénichette, moi, je dis que c'est comme un VR sur l'eau parce que c'est compact. C'est un espace quand même assez restreint dans lequel on vit de la même façon qu'un véhicule récréatif. Alors, nous, on fait ça depuis presque une dizaine d'années. On est avec un partenaire européen. Et donc, pour louer une pénichette, donc un bateau sur l'eau, ça ne prend aucun permis de navigation. Donc, tout le monde peut le faire. Moi-même, j'ai un peu conduit ça. Donc, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est la bonne nouvelle. On le fait dans 6 pays d'Europe. Donc, on parle de l'Allemagne, la Pologne, l'Irlande, la France, bien évidemment. Évidemment, j'en oublie. Le Pays-Bas et l'Italie. On a 26 bases, donc 200 trajets possibles. Donc, ce n'est pas vous qui inventez votre trajet. Nous, on a des trajets qui sont en aller simple ou en aller-retour, et vous choisissez lequel vous faites. Ça va de 3 jours à 3 semaines. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les pénichettes, pareil, ça va de 2 à 12 personnes. Donc, si vous êtes un couple, vous pouvez le faire. Vous voyez, le tarif, à peu près pour une semaine, c'est autour de 1 570 $, taxes incluses. Donc, si vous êtes 2 couples et vous avez une seule pénichette, c'est ce montant à diviser par 2 couples. Donc, ça devient accessible comme vacances. Vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire avec des vélos que vous louez. Vous êtes vraiment libre. Et c'est de mars à novembre parce que c'est sur des canaux. Donc, il n'y a pas de mal de mer, il n'y a pas de marée. C'est très agréable comme on peut voir ici. Là, on s'entend que c'est comme un one-way, un sens unique. Là, il n'y en aura pas une autre qui viendra en face. Alors, ce qui est très agréable, c'est que les gens circulent et quand ils veulent s'arrêter, vous vous arrêtez en fait où vous voulez. Donc, vous voyez, vous mettez votre cordage autour d'une bite d'amarrage. Vous pouvez descendre vos vélos, vous promener, faire vos courses et vous revenez sur votre bateau. Donc, ça fonctionne très, très bien de cette façon-là. Maintenant, on change de bateau. On a une très belle croisière fluviale le printemps prochain, donc le mois de mai, du 6 au 15 mai. En Europe, c'est le printemps, ce n'est pas du tout notre mois de mai à nous. Il n'y a pas de neige, les fleurs sont toutes sorties, c'est très beau. Et donc, une croisière fluviale, la grosse différence, c'est que c'est un bateau beaucoup plus humain.
dans le sens qu'il y a à peu près 150 passagers maximum. On ne parle pas d'un gros navire qu'on peut avoir sur l'océan ou la mer. Donc, ce qu'on inclut, c'est donc le vol d'avion. On fait également 2 nuits à Prague, en pré-croisière, avec une visite guidée également de Prague. Ensuite, on a le transfert qui va vous emmener jusqu'au bateau. Si vous êtes habitué aux croisières, chose intéressante, les boissons à bord sont toutes incluses. C'est rare. Généralement, c'est un prix à débourser assez élevé. Là, c'est tout inclus. Donc, c'est intéressant. L'équipage est 100% français parce que c'est une compagnie française. Alors, évidemment, pour vous, de parler avec l'équipage, c'est facile. Et la cuisine est une cuisine française raffinée. Le chef à bord fait vraiment des... En fait, ce n'est pas là qu'on perd du poids. Ce n'est pas dans ce genre de croisière, on y va pour un régime. Il faut au contraire en profiter. On a également un système audio-guide lors des excursions, si vous faites des excursions par vous-même. Et la plupart du temps, il y a aussi des visites guidées avec, évidemment, des guides locaux francophones. Donc, les taxes sont incluses, l'accompagnateur, au coût de 4 125 taxes incluses et tout ce que je vous ai dit d'inclus. Alors, on voit un petit peu l'itinéraire. On parle de l'Europe de l'Est, c'est le beau Danube bleu. Donc, on arrive à Prague, en République tchèque, et ensuite, on va aller prendre le bateau à Linz pour aller faire donc l'Autriche avec Vienne, Bratislava en Slovaquie et Budapest. Donc, une très belle croisière fluviale. Puis, c'est sûr que, vous voyez, le bateau, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours une fenêtre. Parce que quand vous êtes en gros navire, ben, ça peut être une cabine intérieure sans fenêtre. Là, il y a automatiquement des fenêtres. Donc, une cabine avec 2 lits qu'on peut faire en un seul lit double. Donc, la cuisine, comme je vous disais. Et ce qui est intéressant dans les croisières fluviales, c'est que ça vous amène directement au cœur des villes. Donc, quand vous êtes à Vienne, vous êtes vraiment à Vienne. Donc, vous descendez du bateau. D'abord, ça ne prend pas 1 heure, parce que vous n'êtes pas beaucoup. Et ensuite, vous êtes au cœur de chaque ville. Donc, ça, c'est un gros avantage au niveau du temps. Vous ne perdez pas du tout de temps. Il faut aimer, c'est vraiment des styles différents. Donc là, on va regarder quelques photos qui correspondent à la croisière. Ça, c'est l'abbaye de Melk. Je pense que c'est en Autriche. Le village de Dürnstein. Je pense que c'est Bratislava, celui-là. Et Budapest, le magnifique parlement de Budapest, avec une vue également de Budapest. Donc, les capitales de l'Est, c'est très beau. C'est vraiment toute une belle croisière. Et le château de Hofburg en Autriche, à Vienne, en fait. Alors là, on passe dans l'autre mode de croisière et après ça, on enchaîne sur les circuits caravanes. Donc, à l'inverse, ici, une croisière Méditerranée. Donc, ça, c'est pour les gens qui préfèrent à l'inverse les gros navires avec, on va dire, du soleil. Là, on n'est pas du tout dans le même climat ni le même endroit. Donc, c'est au mois d'octobre, du 7 au 20. Et on inclut la même chose. On fait toujours le vol d'avion, des nuits en pré-croisière pour se remettre du décalage horaire. Et ensuite, on a la croisière, l'accompagnateur, les taxes. Et puis, les excursions sont toujours à part et proposées. Et celui-ci est avec Norwegian Cruise Line. Donc, l'itinéraire, ce sera Barcelone, donc en pré-croisière 2 nuits, Cannes, sur la Côte d'Azur, Monte-Carlo, Florence et Pise en Italie, Rome, Naples, Dubrovnik en Croatie, Kotor au Monténégro et Venise pour débarquer. Donc ce soir, maintenant, on se concentre sur les circuits caravanes. Donc un circuit caravane, qu'est-ce que c'est? Si on revient à la base, c'est un circuit de groupe de 20 véhicules récréatifs le maximum, plus le chef de caravane et Serfil. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Si on va en Europe, c'est beaucoup plus petit. On peut être jusqu'à 6 VR, 8, 10, 12, pas plus. C'est un circuit en français. Donc, peu importe la langue dans laquelle vous allez vivre votre circuit, votre accompagnateur va être français, les visites vont être en français, donc vous n'avez pas besoin de connaître la langue. C'est un regroupement de campeurs membres FQCC. Donc, pour faire un circuit caravane, on vous demande d'être membre. Et la moyenne d'âge va de 55 à 75. Ça reste une moyenne. Il y a des gens plus jeunes, il y a des gens plus âgés. Ça dépend de votre santé, en fait, surtout. Donc, moi je dirais en fait, le plus important, c'est que ce sont des vacances planifiées. Ça veut dire que c'est clé en main, vous n'avez aucune réservation à faire. Ça, c'est la beauté de la chose. Nous prenons également tout type de VR. Souvent, les gens ont l'idée qu'il faut avoir un classe A ou une grosse fifth wheel, mais non. On peut avoir un classe B,
on peut avoir une roulotte alto, on peut avoir un pick-up avec une caravane portée. Ça n'a aucune importance. En autant que votre véhicule soit en état fonctionnel, de faire le circuit, on n'a pas de problème. D'ailleurs, nous, chefs de caravane, on en a un qui a un classe B, 20 pieds, pas plus, et l'autre, sa petite alto. Alors, c'est petit, puis des fois, il part 2-3 mois. Alors, ça se fait très bien. Donc, c'est important de le retenir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un encadrement professionnel et sécuritaire que vous n'aurez jamais si vous partez seul. Vous avez un chef de caravane, on va revenir sur son rôle tout à l'heure, qui part à l'avant, et vous avez un serre-file à l'arrière qui, lui, va fermer la caravane. Donc, il n'y a pas moyen de se perdre, ou si vous tombez en panne, un accident, vous êtes encadré. Des prix de groupe, hein, quand on se déplace, qu'on est 40, 45, ben c'est sûr qu'on a des prix de groupe dont vous bénéficiez, évidemment. Des visites en français, comme je vous disais tout à l'heure. Si jamais ce n'est pas en français parce que, mettons que le seul guide francophone où on est malade, à ce moment-là, le chef ou le serre-file, ou les deux, vont traduire la visite. Donc, on finit toujours par comprendre de toute façon. C'est bien sûr le partage et l'entraide de caravaniers. Vous le savez probablement déjà si vous avez un VR, puis si vous tombez en panne quelque part, il y a des gens qui vont s'arrêter, qui vont vous parler, qui vont vous aider. C'est vraiment une communauté où il y a une fratrie, il y a une entraide extrêmement intéressante qu'on retrouve dans les circuits. Et la naissance, évidemment, d'amitié. Ce qui nous crée presque un problème aujourd'hui parce que j'ai des gens qui m'appellent des fois en disant « On est 5 couples d'amis, on veut tous faire l'Ouest canadien. » Et je leur dis « Ben, inscrivez-vous séparément, on ne peut pas faire de liste, on ne peut pas en prendre un qui correspond à 5. C'est vraiment inscription par couple ou par personne, par équipage. » Donc, ça nous crée un petit problème parce que les gens veulent partir ensemble. Alors, vous voyez, ça, c'est la salle dans laquelle on est. Donc, un mois avant le départ, pour les circuits d'été, on fait une réunion ici. Vous allez rencontrer tous les gens qui, comme vous, font le même voyage. Vous allez également rencontrer le chef de caravane et le serre-file qui vont vous dire comment ça se déroule un circuit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apporter pour votre VR, si jamais il y a des besoins spécifiques, où est-ce qu'on se rencontre le premier jour. Et nous, on vous remet un cartable dans lequel vous allez avoir tout votre jour par jour. Donc, si vous laissez l'information à vos amis, votre famille, où on est, à quel moment, ben, ils peuvent le savoir aussi. On va vous parler aussi de l'inspection visuelle des VR, les derniers préparatifs. C'est sûr que si on fait l'Alaska versus un petit circuit d'une semaine, on ne va pas se préparer de la même façon. Le VR, ce ne sera pas la même façon. Donc, votre serre-file, il vous parle de ça à la réunion préparatoire pour vous. La formation de 4 équipes. On est 20 en tout, si le circuit est complet. Ça veut dire qu'on est 5 équipes de 4 véhicules récréatifs sur la route. On n'est pas un convoi de 20. On fait des petites équipes, puis on va partir aux 10 minutes à peu près d'intervalle le matin. En tout cas, la journée de route. Donc, vous partez toujours avec 3 coéquipiers. OK? Puis l'autre équipe part 10 minutes après, puis celle d'après. Puis le lendemain, s'il y a un autre déplacement, bien, il y a une rotation. Ce n'est pas toujours les mêmes qui partent les premiers ou les derniers. On met aléatoire parce que vous n'aurez pas les mêmes équipes à chaque jour. Il va y avoir soit un tirage au sort où il y a toutes sortes de formules que les chefs et les serre-files ont inventées pour que les gens se mélangent de façon à ce que vous connaissiez tout le monde. Sinon, vous connaîtriez juste vos 3 coéquipiers et c'est tout. Donc, comme ça, vous connaissez tout le monde. Et il y a un bon avantage à ça. C'est que si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, vous l'aurez de temps en temps. C'est bon, hein? Alors, la façon dont ça fonctionne, les départs, j'en ai parlé, vous partez à peu près aux 10-15 minutes d'intervalle, puis les arrivées, ben, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas arriver les 20 ensemble dans une entrée de camping, personne ne va vous aimer. Ça ne marchera pas. Alors, on arrive au fur et à mesure, on se place, puis on respecte les horaires que le chef vous a dit. Si vous dites « je ne veux pas vous voir là avant 15 heures », c'est parce que le camping ne veut pas vous voir là avant 15 heures. Donc, il faut respecter évidemment les règlements des campings. Journée de route. Ça veut dire qu'il y a des journées, des fois, où il faut rouler. Je vous donne un exemple. L'Ouest canadien, vous avez les prairies. Ça peut être long, longtemps. Alors, à un moment donné, il y a des journées où on peut faire 500-600 km parce qu'au départ, il faut rouler. Puis, à un moment donné, on peut s'arrêter 1-2 journées. Donc, il y aura des journées libres de repos où vous pourrez faire votre épicerie. Si vous faites un très gros voyage, il y aura des journées où il faudra préparer, envisager la vidange, aller chez le coiffeur. Il y a des choses comme ça que la vie continue. Et ça continue aussi en circuit. Donc, nos circuits, depuis le temps qu'on en fait, sont très bien alternés entre route, repos. Plus le voyage est long,
plus il faut profiter des journées de repos. Parce que vous avez quand même la route aussi, il y a des visites à faire en cours de route qui sont à la fois optionnelles ou incluses. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, si vous faites tout tous les jours, vous allez être brûlé. Alors, c'est pour ça qu'on met des journées libres pour dire reposez-vous, profitez-en, vous faites des demi-journées, puis comme ça, vous allez bien continuer. Sur les CB, le mode de fonctionnement, parce que sans CB, vous ne pouvez pas communiquer avec vos équipes. Quand vous arrivez au terrain de camping, le chef, il est arrivé avant vous parce que lui, il faut qu'il vérifie que bon, vos VR vont bien entrer dans chaque site qui est attribué à votre VR. Lui, donc, il est en avant. Quand vous allez arriver, vous allez l'appeler sur le CB. Il faut lui dire, bon, ben, l'équipe des marmottes, parce que vous allez vous donner des noms. Alors, l'équipe des marmottes arrive. Alors, lui, il le sait. Ah, OK, ça c'est Gervais, Romain, nanana. Et il dit, OK, moi, je me mets à tel endroit pour vous placer dans le terrain de camping. La même chose le matin, quand vous partez, là, vous êtes prêt dans votre VR, tous les véhicules. Puis là, le Serfil, la même chose. Il va vous appeler pour dire, bon, l'équipe des marmottes, là, vous partez dans 5 minutes. Il ne va pas frapper à toutes les portes. Il ne va pas appeler chaque cellulaire. Il ne va pas faire des textos. Il y a des gens qui n'aiment pas les textos. Il y a des gens qui n'ont pas de cellulaire. Il y a des gens qui ne veulent pas payer un forfait supplémentaire. Le CB est obligatoire. Et vous êtes sur la route à communiquer entre vous. Est-ce qu'on fait une pause santé? Il y a un belvédère dans 3 km. Qui veut s'arrêter? On parle comme ça. Et vous allez très bien vous entendre les 4 ensemble. Et le Serfil va vérifier vos CB, va vous expliquer comment ça marche si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça. On ne part pas avec du matériel puis on ne sait pas comment ça marche. Le Serfil est là pour vous aider. Alors, ce qui est inclus dans le prix, les nuitées en camping à 95% du temps, ou les parcs nationaux, ou les parcs d'État. Hôtel, ça c'est pour l'hiver. L'hiver, quand vous partez au mois de janvier, là, comme vous allez partir, quoi que vous, c'est au mois de mars, mais il y a beaucoup de gens qui partent au mois de janvier. Il n'y a pas de camping d'ouvert. Alors, les premières nuits sont en hôtel. Donc, vous laissez dans le stationnement votre VR. Vous allez dormir à l'hôtel les 2 ou 3 premières nuits. Puis, quand le premier terrain de camping s'ouvre, à ce moment-là, ça devient la caravane avec tous les VR et les campings. Il y a des repas au restaurant, des activités, des visites, des transferts en autocar. Parce que quand vous êtes dans une grosse ville, je vous donne Chicago, Vancouver, Calgary, peu importe. Nous, on va faire des visites guidées. Ça veut dire que l'autocar, il vient vous chercher le matin au camping. Vous laissez votre VR là. Quand il est là pour 3, 4, 5 nuits, on ne touche plus au VR. Et à ce moment-là, parce qu'imaginez, c'est quand même, vous le savez, c'est assez long à se stabiliser, se stationner, brancher ses fils, tout ça. Ce n'est pas pour repartir faire une visite. Donc, l'autocar vient vous chercher. Il y a souvent un dîner d'inclus à midi. Et l'après-midi est libre, que vous fassiez ce que vous voulez en ville pour revoir ce que vous aimez ou vous promener ou magasiner. Et l'après-midi, par exemple, l'autocar vous ramène à 4 heures ou 5 heures. Donc ça, c'est une grosse journée, une journée de visite. Donc ça fonctionne comme ça. Évidemment, le chef de caravane et Serfil, c'est des gens, comme on disait, l'encadrement. C'est des gens qui font partie du circuit, qui sont à votre service pour faire en sorte que le circuit se déroule bien et que vous ayez vraiment un beau circuit, un bel itinéraire. Le journal des bords, j'en ai parlé tout à l'heure, vous l'aurez à la réunion préparatoire. Les taxes et le fonds de l'OPC. C'est l'Office de la protection du consommateur. Donc, votre argent va dans un compte en fiducie qui vous protège par le fait même. Au passage, je voulais vous dire que ce qu'on a fait depuis 2 ans, qu'on a commencé à imbriquer et qu'on fait de plus en plus, c'est d'implanter nos itinéraires de circuit caravane dans les GPS Garmin. Je dis bien GPS Garmin parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des TomTom ou autre chose et c'est plus compliqué. Donc, le mieux, vraiment, c'est le GPS Garmin pour nos itinéraires. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en réunion ici, que vous parlez avec les gens, avec votre chef de caravane, pendant ce temps-là, on va implanter tous les itinéraires dans votre GPS. On vous envoie une feuille avant pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec votre GPS. Il faut faire une mise à jour, il faut qu'il soit vide, il faut ci, il faut ça, on vous le dit. Puis, on l'implante. Si jamais vous n'avez pas le bon GPS ou ça ne fonctionne pas et que vous en achetez un par la suite, le chef de caravane et le Serfil peuvent vous aider à réimplanter l'itinéraire si ça bug ou s'il y a un problème. Parce que ça reste la technologie, puis il faut savoir que vous pouvez avoir tous les deux le même GPS et il ne va pas vous donner le même résultat. C'est comme ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive quand même à bon port. Des fois, on tourne un petit peu à droite ou un petit peu à gauche avant, mais en bout de ligne, on va arriver au même endroit.
Mais notre route à nous est implantée dans les GPS. Donc, le chef, de toute façon, c'est son travail aussi, quand il vous fait des réunions durant un voyage, de bien vérifier aussi que, bon, tout est clair pour le lendemain pour la route. On ne fait pas ça le matin à 7 heures. Là. On fait ça lors d'une réunion la veille. Et les gens adorent, hein, depuis qu'on a implanté les GPS, pas les GPS, mais les itinéraires, ben les gens, c'est comme, c'est tranquille. Tu écoutes ce qu'elle te dit et puis tu y vas. Donc, ça se passe comme ça. C'est une belle, je ne sais pas comment appeler ça, une belle évolution. Alors, à l'inverse, ce qui n'est pas inclus, les assurances voyage médicales et annulation. Chaque année, j'ai beau le dire et le répéter, les assurances voyage sont, j'ai envie de dire obligatoires, oui, mais sont primordiales en tout cas. Que vous ayez une assurance avec votre travail dans l'ancien temps ou que vous en ayez une, peu importe privée ou avec nous, l'important c'est de partir assuré. Il y a quand même des voyages des fois qui peuvent coûter 10 000, 15 000 $. Puis chaque année, j'ai des gens qui m'appellent en pleurs parce qu'ils ne sont pas couverts et qu'ils ont annulé au dernier moment. Alors, c'est très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand une assurance annulation et interruption de voyage, ça c'est en cours de route, elle fonctionne que pour des cas imprévus. Exemple, votre maison brûle la veille du départ. C'est un imprévu, vous ne pouvez plus partir, donc c'est couvert. Au niveau, je ne sais pas moi, votre femme tombe, elle se retrouve à l'hôpital aux urgences, aux soins intensifs ou je ne sais quoi, c'est un imprévu, c'est couvert. Alors, je fais souvent la blague en disant, vous divorcez, ce n'est pas couvert. Il y en a au moins des deux qui le sait. C'est prévisible. Alors, je fais la blague avec ça, mais c'est pour que vous compreniez la différence. Un autre exemple plus plate, vous avez quelqu'un de votre famille, votre enfant, votre maman qui est à l'hôpital. Depuis 1 mois ou 2, ça ne va pas bien. Vous le savez, ça fait 1 mois ou 2. Il va considérer que c'était prévisible, que vous auriez pu annuler avant. D'accord? Alors, si vous regardez notre site Internet ou la brochure voyage, au niveau des conditions d'annulation, il y a toujours des règlements qui vont dire à tant de jours, c'est tant de pourcentage, etc. Plus on s'approche évidemment du départ, moins c'est remboursable. Vos assurances sont là pour combler votre perte. Alors, si vous annulez, par exemple, et on dit c'est 50% non remboursable, on vous rembourse le 50% et votre assurance vous couvre l'autre 50%. Mais c'est important d'être assuré, évidemment. Donc, ça va, c'est clair pour les assurances? Je le répète toujours, mais c'est ça. Donc, les activités optionnelles, je vous en ai parlé. On va vous en mettre dans le journal de bord. Vous y allez selon vos goûts, ce que vous aimez faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire en groupe non plus. Il y a une journée, vous rêvez de voir ce musée, que ça fait des années que vous en rêvez, puis vous êtes le seul que ça intéresse, bien, empêchez-vous pas de le faire. Ça reste vos vacances. C'est très important. Les dépenses personnelles, ça veut dire l'essence, l'épicerie, les souvenirs. C'est une moyenne pour vous aider. Mais généralement, il faut doubler le prix du voyage pour avoir une idée de ce que ça peut vous coûter comme budget. Ça reste une moyenne. Un classe B versus un classe A ne va pas avoir la même consommation de carburant. C'est vous qui connaissez votre carburant, enfin votre consommation selon les kilométrages. L'épicerie, c'est la même chose. Si vous mangez tous les jours au restaurant, ça va vous coûter plus cher que si vous mangez dans votre VR. Donc, vous avez compris l'idée en général. Et les frais de péage autoroutiers, parce que ça peut arriver rarement, cependant, qu'on prend des autoroutes. Et quand on le prend, c'est parce qu'on sait que c'est vraiment la meilleure façon. Je vous donne un exemple. À Toronto, quand on remonte, qu'on a fini un circuit, j'avoue que la 401 est plus rapide que de prendre des petites routes. Vous aurez cependant toujours le choix de prendre des routes non payantes. Le chef peut vous dire quelle route prendre. Ce sera votre choix. Ce n'est pas une obligation. Mais ça peut arriver, c'est très rare quand même. Parce que l'idée, c'est de faire des routes panoramiques, de visiter à fond une région. Puis dans nos circuits, vous allez voir, on ne revient jamais par la même route. C'est pas vrai. C'est pas jamais. Si je regarde New York, des choses comme ça, on revient par la même route. Mais c'est très rare. L'idée, c'est vraiment de visiter. Alors les chefs, je vous en ai parlé un petit peu. Ben, c'est sûr qu'ils voient au bon déroulement du circuit. Hein. C'est le chef d'orchestre, là, si je peux dire. Ils partent tous les matins bien avant vous. 1 heure, 1 heure et demie avant vous. Vous ne les verrez pas vraiment le matin. En tout cas, je vous le déconseille, sinon vous serez levé aux aurores. Donc, eux, ils partent le matin parce qu'ils vont voir que la route à emprunter est correcte. On ne sait jamais, il y a pu avoir une inondation, des travaux de dernière minute. Ce n'est plus la bonne route. Lui, il va le communiquer au Serfil qui va vous le dire. Donc, c'est important. Ensuite, il va arriver au terrain de camping, comme je vous disais, il va vérifier, OK, tel VR, il va rentrer là, parce qu'il va connaître vos machines, hein. Il va savoir s'il y a des extensions, il va se rappeler de choses et il va surtout vérifier que ça rentre bien, que tout va bien.
Alors, il place les participants. Il travaille de pair avec les Serfils, une équipe de 4 personnes en tout temps. Il va vous proposer les activités autres que celles prévues au programme et il règle, en cas échéant, tout problème. Plus vous partez longtemps, plus ça peut arriver. Ça fait partie de la vie. Il y aura forcément des imprévus. Donc, il est là pour ça. Le Serfil, à l'inverse, alors lui, il seconde le chef et il est derrière la caravane. Donc, si vous oubliez une extension sur un terrain de camping, une chaise pliante, vous oubliez quelque chose, ben déjà, il va faire le tour. Il va vous le revendre le soir, très cher. Il va vous le redonner. Et ensuite, il vous assiste, c'est ça qui est le plus important, en cas de panne, bris mécanique, maladie. Et là encore, si votre circuit est assez long, vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir des pneus qui crèvent, toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires, on pourrait avoir une Bible avec tout ce qui a pu se passer les 20 dernières années. Donc ça se passe comme ça. Alors, ça permet aux gens d'être sécurisés. Si vous tombez, je ne sais pas, moi, vous avez un bris de VR, puis il ne va pas vous le réparer forcément. Ce n'est pas des mécaniciens sur place qui arrivent avec tout, mais il va regarder s'il est capable en tout cas. Sinon, il va appeler un towing, donc un dépanneur pour vous aider. Il va vous encadrer jusqu'au terrain, pas au terrain, mais au garage. Donc, ils sont là vraiment pour vous aider, ces gens-là. Si jamais votre panne elle dure très longtemps, ben, c'est sûr que pour vous, il faut rester là. Puis après, on est en communication avec vous. Est-ce que vous rejoignez le groupe? Est-ce que vous arrêtez? C'est du cas par cas. Ça va dépendre. D'où l'importance d'avoir un VR en bon état avant de partir. Alors là, on va regarder les destinations, les circuits caravanes classiques, parce que vous allez voir, je vais vous parler d'une nouvelle formule après ça. Donc le premier, un des plus prisés, c'est l'Ouest canadien avec la croisière en Alaska du 4 juin au 15 août de 73 jours. Si on regarde géographiquement, comme vous voyez, on ne revient pas par la même route. Hein? On part de l'Ange Gardien au Québec. Là, c'est sûr que vous ne le voyez peut-être pas trop bien, mais on l'a sur notre site Internet. Quand vous cliquez, vous allez voir la carte en gros si vous êtes intéressé par les circuits. Chaque numéro dans les points, c'est le nombre de nuits. Donc, vous voyez 2 nuits, 1 nuit, etc. Et quand c'est en vert, on parle de parcs nationaux. Jasper, Banff, Yellowstone, etc. Donc, ce circuit-là, c'est un des plus prisés parce qu'il est très beau, évidemment. Les gens rêvent tout le temps de voir les Rocheuses, c'est bien normal. Et la première partie, je vous dirais, c'est les prairies. Donc là, on roule. On peut faire des bonnes journées de route. À un moment donné, on s'arrête. Là, quand on rentre dans les Rocheuses, c'est sûr que là, on en mange, on en voit, on visite. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup d'arrêts, hein, parce qu'il faut vraiment voir tout ce qu'il y a à voir. Et la beauté dans ce circuit-là, c'est qu'à Seattle, donc au début des États-Unis, quand vous rentrez, vous laissez votre VR pendant 1 semaine dans un camping qui va être sécurisé. Donc, on ne le laisse pas comme ça perdu, là, il est sécurisé. Et pendant ce temps-là, vous allez faire une croisière. Donc, moi, ça fait des années que je dis, une croisière d'1 semaine, profitez-en, reposez-vous, vous n'avez pas à rouler, vous n'avez pas à manger. Puis ils m'ont dit, mais Valérie, c'est pas ça. Pendant 1 semaine, on boit, on mange, on fait la fête, on assiste au spectacle. Alors, en fait, je pense qu'ils recommencent plus fatigués l'autre partie. Alors, moi, je leur disais que reposez-vous, mais il paraît qu'ils ne se reposent pas du tout. Alors, vous ferez ce que vous voulez, en fait. Donc, après la semaine qu'on a visité l'Alaska, de la mer, on revient à Seattle et de là, on va faire le nord des États-Unis. Il y a toujours une surprise ici pour les gens, un émerveillement, parce qu'ils pensent qu'une fois qu'ils ont vu les Rocheuses canadiennes, ils ont tout vu. C'était le plus beau, on revient. Ben, pas du tout. Je suis contente que vous me disiez que vous êtes d'accord, vous l'avez fait. Je ne mens pas, hein? Alors, cette partie est très belle et les gens sont « wow », ça continue, là, l'émerveillement. Et c'est sûr que rendu là, ben, ils commencent à sentir le 73 jours, là, c'est bien normal. Et ça finit à Niagara. Donc, un circuit qui se vend honnêtement en 5 minutes sur Internet. Donc, les gens intéressés, à 8h30, je vais en parler tout à l'heure, mais à 8h30, si vous voulez le faire, enregistrez-vous. C'est bien important. Parce que attendez pas 1 semaine, là. C'est fini, là. Il n'y aura plus de place. Pas pour celui-là. Alors, on va voir quelques photos qui correspondent au circuit. Ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Les bisons de Yellowstone. Ah, c'est sûr que là, on a les animaux sauvages. Hein. Les geysers. Ça, c'est le Holland America que vous prendrez donc pour la croisière. Un autre circuit, également dans l'Ouest, mais très différent.
on part de Edmonton, une énorme différence. Donc, vous avez tout loisir d'arriver à Edmonton au départ du Québec. OK? Nous, on va vous dire quelle route prendre, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas nous qui avons créé ça, c'est vraiment les gens qui nous ont dit on veut partir déjà de l'Ouest. Et quand on l'a fait il y a 2 ans et il y a 4 ans, finalement, ça s'est très bien passé. Donc, on part de Edmonton et comme vous voyez, on monte. Là, on s'en va vers le Yukon, donc à Whitehorse, tout ça. Et on s'en va après passer un bon 3 semaines en Alaska. Donc, l'Alaska, on la voit, on en mange, on a la pêche au saumon. S'il y a des pêcheurs, le saumon là-bas, c'est tout juste si on ne le prend pas dans les mains, là, tellement il y en a. Il y a des glaciers, on va faire des croisières. Vous avez le parc national Denali. Évidemment, là-bas, les animaux sauvages, c'est monnaie courante, c'est normal. Et on reviendra par la Colombie-Britannique jusqu'à Banff. Okay, on arrêtera là. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller vers Victoria ou Vancouver, d'autres qui veulent revenir, ça dépend. Souvent, la question là-dessus, c'est l'état des routes. Alors, premièrement, toutes nos routes sont faisables par n'importe quel VR. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit de différent. Si votre VR, il monte une côte ici, il va monter là-bas. Nous, on va vous dire comment la monter, la côte. Le Serfil est là pour vous conseiller. Par exemple, également pour les graviers, des fois, parce qu'il y a la fameuse route Top of the Wall, qui est une route de gravier qui fait à peu près 100 km. Mais ça varie d'année en année, hein, ils font des bouts, des tronçons. Vous allez la faire si vous choisissez ce circuit, et ça se fait très bien. Il faut rouler lentement. Les routes sont très belles. Bon, ben merci de votre témoignage. Ben voilà. Alors, ce qu'on conseille, nous, si vous avez un auto derrière que vous traînez, c'est de mettre un tapis de yoga sur votre pare-brise. Ce n'est pas obligatoire, mais on préfère le dire. Et comme ça, si vous avez des petits projectiles qui viennent de votre VR, ben, ça ne va pas briser votre pare-brise. Mais sinon, ça se fait très bien. Les camions, là-bas, c'est leur moyen de transport. Hein. Il y a quand même des gens qui y vivent. Donc, les routes, c'est très bien. Il faut juste suivre ce que le Serfil va vous dire, puis suivre la distance qui est correcte entre chaque VR. Et ça se fait très bien. Et les paysages sont extraordinaires. Donc, évidemment, les lacs, là-bas, c'est turquoise gris, là. Ça vient des glaciers. Le parc national Denali. Les glaciers qui sont démesurés comme immensité, comme grandeur, et la ville de Whitehorse. Alors, on va continuer dans les montagnes, mais pas du tout au même endroit. Je vous surprends là. La Norvège. Alors, la Norvège, si on regarde la carte, ben, ça fait partie de la Scandinavie, hein, c'est le voisin de la Suède. Et on fait donc un voyage en plein mois de juillet, du 1er au 31 juillet, 30 jours. Alors, comment ça se passe pour nos circuits en Europe? On en a 2 chaque année. On arrive à Oslo, la capitale de la Norvège qu'on va visiter. On va dormir en hôtel pour se remettre du décalage horaire. Après ça, on va prendre les VR qu'on loue. Alors, c'est nous qui nous occupons de la location du VR, des billets d'avion, de tout le circuit. Le circuit, on travaille avec un partenaire européen qui fait la même chose que nous, des circuits caravanes, mais lui, il les fait en Europe, puis nous, on les fait principalement ici. Donc, l'itinéraire, les repas, les guides, tout ça, c'est lui qui les organise, et lui fait ça chaque année depuis 30 ans. Et ça se passe très bien, donc on l'adore, on travaille très très bien. Donc, au départ, on arrive à Oslo, on reste là de nuit, et après ça, on va passer un peu par la Suède pour aller vraiment au nord. On ne va pas jusqu'au Cap Nord, mais on va quand même monter jusqu'aux îles de Lofoten. Alors, si vous connaissez un peu la Norvège, ou si vous voulez regarder sur Internet, Lofoten, comme ça se prononce, c'est magnifique. Parce qu'ensuite, les fjords côtiers, ben, ça fait partie des beautés extraordinaires de la Norvège. On revient également par la ville de Bergen, que vous allez voir est une ville très colorée, et on finira à Oslo en 30 jours. Donc là, il faut aimer la nature. C'est un peu comme l'Alaska, je vous dirais. Il faut aimer la nature, il faut aimer le côté brut de la nature, et il faut aimer être dans complètement une autre culture scandinave. Donc, vous voyez, les fjords, évidemment, on s'entend que c'est immense, là, c'est très haut. La ville de Bergen, donc très colorée, très peinte. Vous voyez, alors il y a des VR genre classe B qu'on peut avoir. Nous, ça va être entre un B et un C. C'est environ 20 pieds. Ce n'est pas très grand. Donc, les VR, c'est équipé. Nous, on met la vaisselle, la literie, le GPS, s'il y en a d'accessible et tout. Ça reste des véhicules de location. Ça, je tiens à le dire parce que vous êtes habitué à votre confort dans votre VR. C'est vos affaires, vous connaissez par cœur votre VR. Là, c'est des locations. C'est comme une auto. Hein? Avant vous, il y avait quelqu'un d'autre. Après vous, il y aura quelqu'un d'autre. Ce n'est pas aussi confortable que ce ne sera pas le même matelas.
il n'y aura pas la vaisselle aussi nombreuse que votre VR à vous. Donc, il faut le voir. Moi, je me dis, c'est une question d'attente. Il faut le voir comme, OK, c'est mon véhicule qui va me déplacer d'une ville à l'autre. C'est l'endroit dans lequel je vais dormir. Mais on ne loue pas un VR ailleurs dans le monde pour y passer 14 heures par jour. L'idée, c'est de visiter, c'est de sortir, puis de se dire, regarde, c'est mon moyen de transport. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça parce que vous êtes des caravaniers. Nous, on a des clients qui louent des VR, mais ce n'est pas des caravaniers. Alors, ils trouvent ça formidable. Mais quelqu'un qui a son propre VR, souvent, il compare. Ah, il dit, ah, il manque un peu de vaisselle et tout. Oui, mais on vous le dit, vous êtes au courant, puis il faut vivre avec ça, c'est de la location. Là, cette année, on avait le Portugal et Venise-Toscane. L'année d'avant, Autriche-Bavière, on a fait l'Islande aussi. On revient en Amérique du Nord. La baie Géorgienne et les Grands Lacs, un circuit modéré comme rythme. Pourquoi? Parce qu'on fait des 2-3 nuits un peu partout. Donc, on arrive, on ne fait pas trop de millage, on se repose. Il y a 4 croisières sur ce circuit-là. Donc, évidemment, c'est un circuit d'eau. Alors, on ne peut pas ne pas faire de croisière. C'est très méconnu. Les Grands Lacs, on sait tous ce que c'est, les Grands Lacs, mais on les a rarement vus. Et tous ceux qui font ce circuit tombent en amour avec la destination. Les eaux sont turquoises, c'est magnifique. Ce n'est pas toujours chaud pour se baigner, mais il y a des endroits, oui, où on peut bien. Nous-mêmes, on va prendre des campings où il y a l'accès à l'eau aussi. Donc, du 3 au 26 juillet, 24 jours. Donc, la moitié, je dirais, à peu près au Canada, l'autre moitié aux États-Unis. Vous voyez la couleur de l'eau, là? C'est vraiment très beau. Alors, il y a des épaves de bateaux qui sont coulés. Donc, avec la croisière, on peut le voir également. On va sur l'île de Mackinac. Si vous connaissez cette île-là, il n'y a pas de droit à voiture. Hein, c'est juste chevaux ou vélo ou à pied. C'est superbe. Et on finit à Niagara. On fera également les maritimes l'année prochaine, donc concentrés sur 3 provinces, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Donc, on devrait, bon, c'est pas coulé dans le béton à 100%, les itinéraires, c'est ceux de l'année d'avant, donc ça se peut qu'on fasse 1 ou 2 changements, mais quand même. Donc, on part du Nouveau-Brunswick, on ira à Caraquet, Shediac, on ira 3 nuits à Cavendish pour faire Anne, la maison Pignon Vert, une visite guidée, tout ça, de l'île du Prince-Édouard. Ensuite, on revient, on s'en va au nord, dans le Cabot Trail, la magnifique partie nord de la Nouvelle-Écosse. L'année passée, on l'avait fait en autocar, la visite, le Cabot Trail, et les gens nous ont tous écrit à l'unanimité, mais pourquoi on ne l'a pas fait nous-mêmes? Alors, je vous le dis tout de suite, l'année prochaine, c'est fait par les gens. Comme on va rester 3 nuits là, c'est impeccable au niveau météo. S'il y a une journée où il pleut, ben vous vous dites, je le ferai peut-être le lendemain. Des fois, quand on est coincé avec la météo, bon, on le fait, puis ce n'est pas toujours l'idéal. Là, c'est parfait, en étant 3 nuits. Vous avez également la forteresse de Louisbourg. Vous avez le musée Graham Bell. Donc, il n'y a pas que le Cabot Trail à faire. Ensuite, on revient, on va aller dans les environs d'Halifax pour une visite guidée. Également la citadelle, Peggy's Cove. Un peu plus au sud, à Peggy's Cove, il y a le Blue Nose, là, le bateau qu'on retrouve sur le Dyson canadien. Ensuite, on traverse pour aller vers Annapolis Royal, où vous avez également le grand dérangement, l'histoire des Acadiens hein, qui ont été expédiés en Louisiane. Ça part de là, donc historiquement parlant, c'est très intéressant. Ensuite, on revient et on finira à Saint John, ou peut-être ailleurs. Vers Peggy's Cove. Le homard, évidemment, on fera un souper de homard là-bas avec une croisière également. Et Halifax. La baie James. Alors, la baie James, c'est l'Abitibi, en fait. Alors, c'est vraiment un circuit qu'on a fait il y a 9 ans, et puis on le remet au goût du jour. Donc, on va partir, en fait, pas de Montréal, mais de l'Ange Gardien, possiblement, proche de Gatineau. Et de là, on va remonter, donc, pour aller jusqu'à Radisson. Il y a des choses à voir en cours de route. Hein. Il va y avoir des visites guidées de Rouyn-Noranda, d'Amos, la mine également à Bourg-la-Marque. On a le refuge Pajot. Donc, il y a plein de choses à visiter en cours de route. Et à Radisson, on a LG1 et LG2, qui sont quand même connus, évidemment. Et on reviendra par Matagami, Val-d'Or, pour revenir dans la région de Montréal. Donc, un circuit où il faut aimer, je vous dirais, la nature, encore une fois, parce que c'est les grands espaces. Mais on va le combler avec donc des visites. Donc, la centrale hydroélectrique. Les aurores boréales. Je vous souhaite d'en voir. Les réserves. Les îles de la Madeleine. Cette année, on avait tellement de gens qui ont voulu le faire qu'on a fait 2 départs. Donc ça peut arriver. Quand on a beaucoup de gens,
qui veulent faire un circuit, puis on a beaucoup de noms, on vérifie si on peut en faire un deuxième. Si on peut le faire, ça nous fait plaisir. Donc, on part de Rivière-du-Loup, on s'en va traverser une partie du Nouveau-Brunswick, on fait Moncton, Shediac, et de là, Cavendish. Cavendish sera au retour, je pense, excusez-moi. On prend le traversée pendant 5 heures, qui nous amène aux îles pour une semaine. Le camping est à Cap-aux-Meules, très bien situé. C'est vraiment une visite que les gens adorent parce qu'on aura 2 visites guidées avec autocar sur toute la semaine. On fera la partie est et la partie ouest avec des gens locaux. Donc, ils vont vous parler des îles. Vous allez avoir énormément de producteurs là-bas à rencontrer. Moi, j'ai découvert avec ce circuit qu'il y avait un verger de pommes. Ce n'est pas évident à savoir qu'il y a un verger de pommes aux îles de la Madeleine. Il y a de la bière qui se fait là-bas. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas forcément et qu'on visite. Donc, c'est sûr, pour un circuit comme ça, soit vous amenez un you-you. Un you-you, c'est une auto qu'on traîne derrière soi. Parce que si votre VR est 7 jours à Cap-aux-Meules, puis vous voulez visiter par vous-même parce que vous allez avoir des journées de libre, ben, ça peut être intéressant d'avoir une auto. Ou un vélo, mais ça prend des bonnes jambes parce qu'il y a beaucoup de vent aux îles, tout le temps. Il n'y a pas d'arbres, alors il y a du vent. Des fois, il y a des gens aussi qui en profitent parce qu'ils ont de la visite de la famille aux îles. Puis ils disent, bah, tiens, tant qu'à être là-bas, on va les visiter. Donc, ils allient les deux. Ensuite, au bout d'une semaine, on revient. On fera 2 nuits à Cavendish, sur l'île du Prince-Édouard, et on finira à Caraquet, en pleine Acadie. Donc, les belles îles. Il y a des gens qui sont déjà allés aux îles de la Madeleine, oui, oui. C'est beau, hein? Oui, c'est connu pour être sympathique, coloré, hein, les maisons, on va les voir, là, mais... Et cette année, donc, on a eu 2 groupes. Il y a eu une tempête aux îles qui est passée. C'était juste après notre groupe. Ça s'est bien fini. Il faut faire avec le climat. Hein. Alors, un circuit, la carte n'est pas forcément la meilleure parce qu'on ne l'a pas fini du tout. Donc, ce n'est pas un itinéraire, c'est les États qu'on voit. Donc, ça s'appelle Yellowstone et les parcs de l'Ouest américain. Donc, on va partir environ de Kingston, en Ontario. Et on va passer par le nord pour commencer à Yellowstone avec 5 nuits dans le parc. L'idée, là, c'est les gens qui aiment les parcs, la beauté des parcs, évidemment, les randonnées. Si vous aimez les grosses villes, ce n'est pas ce circuit-là qu'il faut prendre. Mais si vous voulez vous en mettre plein la vue, marcher, visiter, c'est un magnifique circuit pour ça. Donc, on commence par le nord. On est mi-août. Au niveau température, c'est parfait. Et après ça, on va descendre. On va quand même faire des villes comme Salt Lake City. Et là, on va se concentrer dans l'Utah, où il y a les parcs extraordinaires. Donc, on a Zion, le Bryce Canyon, le Grand Canyon qui est ici, Canyonlands, Arches, j'en oublie certainement, la forêt pétrifiée, etc. Et en revenant, on va prendre des tronçons de la route 66, certains tronçons intéressants. On ne va pas la prendre tout le long, mais certains passages. Donc, un circuit vraiment concentré de toute beauté. Vous allez voir les photos. Donc, les fameux bisons, encore une fois, de Yellowstone. Zion, Yellowstone à nouveau, et on finira à Chicago. Ben, on s'approchera de Chicago, là, ça c'est certain. Donc du 16 août au 30 septembre, c'est l'idéal au niveau climat et chaleur, parce que sinon, on l'aurait fait avant, on aurait eu trop chaud, après on aurait pu avoir de la neige. Donc là, c'est l'idéal. Un nouveau circuit, petit, 10 jours. Et avant d'oublier, j'en profite pour vous dire que tout circuit de 21 jours et moins aux États-Unis ne compte pas dans votre décompte si vous êtes snowbirds. Donc, vous partez de novembre à avril. Il faut compter les jours, hein, vous le savez, par rapport à la Régie d'assurance maladie. Mais il y a une loi qui dit que tout déplacement de 21 jours et moins aux États-Unis n'est pas compté. Donc, c'est important parce qu'il y a des gens, des fois, qui s'empêchent de faire des circuits en disant, ben, il fait 18 jours, il me reste 15 jours. Vous pouvez, ça ne compte pas. Donc, ce circuit, si on revient, donc 10 jours, fin août, on va dire au mois de septembre, début. Les Finger Lakes, ben, c'est les 5 doigts de la main. Alors, on a des lacs en forme de doigts, d'où leur nom. Ça, c'est dans l'État de New York, à 5 heures de route à peu près, de là où on est, de Boucherville ou de Montréal. Donc, c'est extrêmement proche. Et on a 2 grands lacs, et on va descendre, évidemment. On va aller à Ithaca. On va vraiment visiter la région, faire une croisière. Il y a plein de choses à faire. C'est pour les gens qui aiment la randonnée, qui aiment la nature et la randonnée. Une fois qu'on aura fini à Ithaca, on va aller vers Watkins Glen.
Et là aussi, c'est très intéressant. Il y a des chutes, vous allez voir des cascades fabuleuses. Et un peu plus au sud, on a Corning Glass Center, qui est donc un musée de verrerie à Corning Glass, qui est très, très beau, qu'on va voir également. Donc, vous voyez, c'est le genre de cascade qu'on retrouve quand même. C'est très beau. Dans le magazine Camping Caravaning, je ne sais plus lequel, mais il y a un article au complet sur les Finger Lakes. Si jamais vous voulez faire vos recherches, l'article a paru. Donc, on va aussi faire il y a des vignobles là-bas. Donc, on va visiter des vins, on va en goûter. Et le fameux musée à Corning. Vous voyez la chute, donc c'est quand même fabuleux. On retourne en Europe, on va se réchauffer en Espagne. Donc, du 1er au 30 septembre, un mois. Même chose que la Norvège. Donc, le vol est inclus, les VR, les visites guidées, les guides accompagnateurs, les restaurants. On en mange de la visite parce que vous savez, l'Europe, là, à tous les kilomètres, il y a quelque chose à visiter. Donc, il faut être en forme, je vous dirais. Il faut faire les circuits, mais c'est faisable par tout le monde malgré tout. Donc, on arrive à Madrid. On va arriver et repartir de Madrid. On va se reposer. Toujours le même principe en hôtel, on se remet du décalage horaire. Et de là, on va s'en aller vers Saragosse et la fameuse ville de Barcelone, 3 nuits. On va redescendre la côte tranquillement pour se concentrer sur la région de l'Andalousie, qui est le sud de l'Espagne, une région typique, magnifique. Bon, personnellement, j'adore l'Espagne, donc c'est sûr, je ne peux pas vous en parler autrement, mais c'est vraiment des coups de cœur. C'est vraiment un magnifique voyage. Et on revient par Cordoue, Séville, Cordoue, Tolède, la fameuse université, puis Madrid. Donc, très beau voyage, il s'est fait l'an passé au mois de mars. On l'avait proposé au mois de mars. On savait qu'au mois de mars en Espagne, ce n'était pas chaud, c'était quand même doux. Et là, on le remet au mois de septembre. Donc, il risque de faire un petit peu plus chaud quand même, mais ce n'est pas la canicule de juillet-août. En tout cas, on espère. Donc, le fameux taureau qu'on retrouve sur les collines de Séville. Ronda, qui est un petit village en Andalousie. Ce n'est pas dans l'ordre, encore une fois. Barcelone. L'Alhambra, qui se trouve à Grenade, avec les montagnes derrière. On revient à Barcelone. Donc, il manque des photos pour tout dire, mais que voulez-vous? Il y a des choix à faire. On revient encore en Amérique du Nord. On achève, hein, on arrive à la fin, là, c'est l'automne. Donc, du 9 au 21 septembre, 13 jours. Donc, un circuit relativement sympathique parce qu'il y a 4 nuits à Boston, 4 nuits à Cape Cod. Donc, un voyage qui commence à South Hero, dans l'État de New York, qui s'en va dans la région de Boston. Les campings ne sont jamais dans les villes, on s'entend. On est aux États-Unis, c'est bien normal. Mais il y a toujours moyen d'aller dans les villes. 4 nuits là, donc. On va passer vers Plymouth, qui va fêter son 400e anniversaire. Et nous, on va s'installer, en fait, à peu près ici, à Cape Cod, dans la péninsule. On va être bien situé au centre, de façon à pouvoir aller soit au nord, vers Provincetown ou les dunes, ou au sud, où on a également une croisière à Martha's Vineyard. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens qui connaissent Cape Cod, c'est très beau. Et on peut se baigner. Au mois de septembre, on peut se baigner. L'eau est chaude là-bas. Enfin, chaude. Comment je pourrais dire? Tiède. Mais elle est baignable. Donc, la belle ville de Boston, les plages du Cape Cod, Martha's Vineyard et Provincetown, qui est reconnu pour sa population gay et lesbienne. Ensuite, du 20 septembre au 10 octobre, 21 jours, Nashville et Memphis. Vous voyez, 21 jours, lui, il n'est pas dans le décompte, hein? Il en fait partie. Donc, Nashville et Memphis, 2 villes extraordinaires à visiter aux États-Unis. Et on l'avait fait lui aussi, ça s'appelait la roue de la musique. On avait mis des ingrédients parce qu'il y a quand même beaucoup de musique là-bas. Donc, on va en mettre un peu, mais ce ne sera pas forcément le thème. Donc, on va partir de Saint-Philippe, donc au Québec, pour descendre, visiter au fur et à mesure Bristol, Nashville 3 nuits, Memphis 4 nuits, revenir, ça va être très beau, et on finit, voyez-vous, au Finger Lakes, donc le même que l'autre circuit. Ben, vous avez évidemment Graceland, la demeure de Elvis, notre éternel Elvis. Voilà, évidemment, c'est la musique. Alors, la nouvelle formule circuit caravane en liberté. Alors, vous êtes tous novices, vous n'avez pas fait de circuit. Mais pour des gens qui en ont fait, j'explique la différence. Ça, c'est la différence entre ce qui est inclus versus un circuit classique, un circuit en liberté. Ce qui se passe, c'est que, déjà, on le dit aux gens, dans un circuit classique, si une journée, vous ne voulez pas rouler en groupe, ben, vous le dites au chef de caravane.
Dites-moi, demain, avec ma femme, je veux rouler tout seul. On veut notre petite bulle d'intimité, on n'a pas le goût forcément et tout. Vous pouvez. Une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème à ça. Mais il y a des gens qui s'empêchent de s'inscrire à un circuit caravane parce qu'eux, ils veulent faire ça à tous les jours. Ils veulent partir tout seuls sur la route, ils ne veulent pas trop d'horaires, ils veulent visiter par eux-mêmes, ils veulent moins de choses incluses. Donc, on s'est dit, on va créer les circuits en liberté. Alors, si on regarde, dans le circuit classique, on part en équipe. Pas dans le circuit en liberté. On part entre, mettons, je vous dis n'importe quoi, entre 8h et 10h ou 11h le matin, mais vous avez le droit de partir à 8h30 comme à 11h. Donc, vous aurez un horaire plus flexible. Ensuite, réunion préparatoire au bureau. Dans les deux cas, il y en aura une, ce sera important. Vous aurez, dans les deux cas, un chef de caravane qui va toujours vous encadrer. Il va vous proposer quoi faire, il va régler des choses, etc. Mais vous n'aurez pas de serre-fil dans un circuit en liberté. Donc, c'est comme si vous rouliez vous-même, vous faites un voyage vous-même, comme vous avez toujours fait. Vous n'avez pas de serre-fil non plus quand vous partez tout seul, sauf que là, c'est clé en main. Les réservations sont faites, les routes sont dans votre GPS, il y a des visites de ville organisées et payées. Le reste, ce sera plus pour vous. De temps en temps, vous allez faire des repas de groupe avec les gens, mais il y en aura moins. C'est en liberté. Alors, vous voyez les activités incluses de base. Donc, ce que je disais, une visite guidée, ben ça, on va la faire à plusieurs. Mais dans les autres activités supplémentaires, on va en avoir moins. On va vous laisser libre de les faire ou pas. Repas de base, la même chose. Le repas de bienvenue, le repas d'adieu, c'est un repas de base. Les autres repas, ben, ce sera à votre discrétion. Si vous voulez être ensemble, vous le ferez. GPS Garmin avec l'itinéraire, c'est inclus dans les deux cas. Le CB est obligatoire pour un circuit classique, mais ne le sera plus pour un circuit en liberté. Donc, voici ce qui va arriver, ce qu'on va faire cette année. On ne le fait pas sur tous les circuits, loin de là. On va le faire sur 2 circuits. Alors ça, c'est une semaine dans la région de Sandbanks. On commence évidemment pour des circuits relativement simples. C'est une nouvelle formule, donc on va la faire avec des circuits qui nous semblent extrêmement appropriés. Celui-ci, vous voyez, ça dure 9 jours, c'est durant les vacances de la construction. Alors, essayez de réserver là 2 mois avant, c'est impossible, c'est plein 6 mois avant. Donc, nous, on le réserve. On part de Coteau-du-Lac, on s'entend que l'itinéraire est simple, et on arrive à Picton. On n'est pas directement dans le parc, parce que le parc, il est tellement populaire, tellement connu, que juste le fait d'entrer et de sortir, ça va vous prendre 2 heures. Alors, nous, on se place à côté, on a tous les avantages sans les inconvénients. Et c'est très bien comme ça. C'est un peu comme Oka à l'heure des pommes. Essayez de rentrer puis sortir, ou aux vacances de la construction, ça peut être long. Alors, on fait ça comme ça. Donc, on reste 6 nuits à Picton et ça finit là. Vous aurez plein d'activités proposées, vous en aurez certaines d'incluses, puis le reste, vous ferez ce que vous voudrez. Ça reste une semaine de vacances, on peut se baigner à profusion là-bas. Et puis, donc, la plage où on peut se baigner allègrement. Vous voyez, c'est le genre d'autocar qu'on loue quand on a une visite. Il y a une ferme d'alpaga également. Il y a du vin là-bas, hein, parce que c'est une région quand même assez viticole, donc vous aurez une cave à visiter. Le deuxième circuit qu'on fait en liberté, c'est New York, New York. On vient de le faire il y a 3 semaines, un mois. Donc, on part de Osceola dans l'État de New York. On se rencontre là pour la première nuit, parce que ça prend toujours un lieu de rassemblement. Et de là, on va s'en aller à New York. Quand je dis New York, c'est le New Jersey, c'est en face, parce que New York, on s'entend qu'on ne va pas rentrer là en VR. Donc, on reste 5 nuits. Un extraordinaire camping bien situé en face de Manhattan. Donc, Manhattan est rejoignable de 2 façons. Avec le subway, donc le métro souterrain qui passe sous l'Hudson River, ou en bateau par la marina. En 10 minutes, vous êtes à Manhattan. Votre VR ne bouge pas de là pendant 5 nuits. Donc, c'est l'idéal. Quand on a fini, croyez-moi, on est fatigué à ce circuit-là parce qu'on marche. Manhattan, on marche. Le chef va aussi vous amener, il va y avoir évidemment une visite guidée en autocar toute la journée pour que vous découvriez New York. Mais après ça, le chef, comme proposition, il peut vous dire, bon, qui veut venir avec moi? Je vais vous expliquer comment fonctionne le métro. Parce que là-bas, c'est très facile, mais il faut le savoir. Donc, il va vous le présenter. Puis, il peut vous dire, ben, écoutez, demain, on s'en va à Central Park, ou on fait le Guggenheim, ou on fait le Met, peu importe. Vous y allez ou vous n'y allez pas encore une fois. Mais ce n'est pas l'ennui qui peut se faire à New York. Il y a trop de choses à faire. Ne serait-ce que les quartiers différents, de sentir l'ambiance différente, c'est extraordinaire. Donc, au bout de 5 nuits, qu'on est bien fatigué, qu'on a usé ses chaussures, on reprend la route et on va s'en aller 2 nuits au lac Georges. Le lac Georges, ça va être l'opposé. C'est beau. N'oubliez pas que vous êtes en automne, donc les couleurs vont être magnifiques.
Et de nuit, le lac Georges, c'est très beau alentour. Donc là, on passe de la ville à la campagne, la belle campagne, et on finit là. Il y a des gens souvent qui restent là plus longtemps tellement c'est beau. Et ça repose. Donc, vous avez bien vu la différence entre circuit en liberté et circuit classique. Donc ça, c'est vue de Central Park, la nuit avec le pont de Brooklyn, Times Square et les quartiers environnants. Voilà, Times Square. Et ça, c'est le Ground Zero, hein, depuis que les tours jumelles, évidemment, sont plus là. Ils ont fait un magnifique musée, et c'est très beau à visiter et émouvant. Et les buildings. Alors, la question qui tue, comme on dirait, à tout le monde en parle, comment s'inscrire à un circuit caravane? Alors, je vous dirais que l'idéal, ça reste Internet, parce que peu importe où vous êtes sur la planète, si vous avez accès à Internet, c'est faisable. Vous pouvez également venir à l'agence de voyage. Donc, en ligne, vous avez notre site Internet www.voyagefqcc.ca. Vous avez la brochure que vous allez recevoir après. Donc, c'est important de le faire soit devant la porte, enfin à l'agence, pardon, ou en ligne. D'accord? Alors, si vous allez sur notre site Internet, Voyage FQCC, vous avez le choix entre cliquer sur la première image en haut à gauche, circuit caravane, ou l'onglet. OK? Vous cliquez là pour le circuit. Ensuite, vous allez voir dérouler sur votre page tous les circuits. Et là, je vous le dis, si vous voulez le noter, même si on va l'écrire et tout ça, vers la mi-janvier, tous nos circuits seront en ligne. Au niveau des détails, itinéraire, prix, date, chef de caravane, détails du jour par jour. Tout sera en ligne, mais vous ne pourrez pas encore vous inscrire. Vous avez à peu près 2 semaines pour vous familiariser avec les circuits, nous appeler si vous avez des questions. Donc, il sera en ligne le plus tôt possible. Ça peut être début janvier, mais je préfère vous dire mi-janvier au cas où. Donc, une fois que vous avez votre circuit, on parle de 3 jours à la fin janvier. Donc, on vise de faire les inscriptions le 29, 30, 31 janvier. Et on va vous annoncer sur notre site web, le 29 janvier, on ouvre les inscriptions pour tel circuit. Le 30, on ouvre pour tel circuit. Le 31 pour tel autre. On met à la fois les circuits d'été et d'hiver 2021 en ligne la même journée. Donc, une fois que les circuits apparaissent, il y a un petit encadré à droite qui va vous dire, on va le voir de plus près parce que là, j'avoue que... Voilà, là, on a pris l'exemple du parc Acadia. Vous avez un bouton ici qui dit « Réserver votre place » et si c'est complet, ça va vous dire « Enregistrez-vous sur la liste d'attente ». Il est important, si vous voulez le faire, de vous inscrire. Sachez qu'il y a des gens qui s'inscrivent 1 an d'avance, 6 mois d'avance, il peut arriver plein de choses. Une opération qu'on attendait qui est enfin cédulée, un mariage, une vente de maison, peu importe. Il y a toujours des raisons. Des fois, on peut annuler jusqu'à 10 personnes dans l'année. Donc, vous pouvez être le 10e sur une liste d'attente, puis on vous appelle à un moment donné. Quand on vous appelle, c'est par ordre priorité d'inscription. Vous avez à peu près 24 heures pour vous décider, je le fais ou je ne le fais plus. Si vous ne le faites plus, on passe à la personne en dessous. Ça marche comme ça. Donc, ça, c'est bien important. Donc, le 29, 30, 31 janvier, on devrait pouvoir le mettre en ligne. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que je suis en train d'oublier quelque chose sinon. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai comme un blanc. Avez-vous des questions par rapport aux inscriptions où c'était clair, là, que ça va être séparé en 3 jours sur Internet? Oui, monsieur? Vous êtes inscrit à un circuit cette année? Je pensais qu'il y avait des voyages qui étaient organisés de telle façon qu'on pouvait emmener notre chien. Ben, vous pouvez normalement emmener votre chien parce qu'on a des chiens à chaque circuit. On a même des chefs de caravane qui ont leur chien. Alors, je vous assure qu'on peut emmener son chien. Mais c'est une bonne question. Tout à l'heure, on l'a vu d'ailleurs sur une diapo. Dans les cas où vous allez quelque part et vous allez, je parle ici au Canada, aux États-Unis, et vous couchez dans un même hôtel. Oui, alors, monsieur parle des chiens ou des chats. Ça peut être un chat aussi. Donc, effectivement, dans tous les circuits, on a des chiens. Ou des chats, mais plus des chiens. Comme je vous disais, il y a des chefs de caravane qui ont même leurs chiens, toujours en voyage. Alors, dans les hôtels, nous, on prévoit des hôtels qui acceptent le chien. Oui, on ne le laisse pas à moins 30 dans le véhicule. Là, ce serait un petit peu pas terrible comme voyage pour lui. Donc, on s'arrange pour ça. Et puis, par contre, ce qui peut arriver dans les terrains de camping quand vous avez un chien, c'est d'être des fois dans une section à part. Ça arrive, c'est le terrain de camping qui peut décider ça. Il faut respecter évidemment leur règlement.
C'est la seule chose qui peut vous arriver. Si vous faites, je ne sais pas moi, je réfléchis, votre croisière en Alaska, c'est sûr que là, il faudrait trouver un chenil pour le chien. Mais ce n'est pas le circuit où il y a le plus de chiens, je vous dirais. Mais ailleurs, on en a. On en a des fois 2, 3. Donc oui, ça se fait tout à fait. Alors, il faut avoir un carnet de vaccination en anglais, si vous allez aux États-Unis ou en territoire anglophone, à jour. Ça, c'est très important. La même chose, je rigole, mais pour casier judiciaire, on s'entend qu'il ne faut pas en avoir parce qu'on peut avoir fait une bêtise à 18 ans, on ne s'en rappelle plus, mais le douanier, il va très, très bien s'en rappeler. Il va le voir. Alors, on arrive à jour, comme Pitou et Minou. Donc, ça, c'est important. Et ce que je voulais vous dire aussi sur les emplacements de terrain de camping, j'oublie, je m'excuse, mais souvent, les gens vont dire, est-ce que parce que j'ai un classe B, mettons de 19 pieds, versus quelqu'un qui a 45 pieds, est-ce que je paye le même prix? Oui. Nous, on paye le même prix et vous payez le même prix. Parce que ce n'est pas l'emplacement que vous payez, c'est les services. Eau, électricité, vidange. Donc, on ne les a pas toujours, d'ailleurs, les 3 services. Des fois, on va en avoir 2, mais il va y avoir une vidange commune. Parce que nous, l'idée, c'est de faire le plus beau des voyages. Ce n'est pas d'avoir le plus beau terrain absolument. Puis comprenez qu'on se déplace à 22 VR. Des fois, on peut avoir un autre beau terrain qui est bien, qu'on voudrait, mais il n'a peut-être pas 3 nuits pour 22 VR. Alors, il faut vivre avec ça aussi. Mais on connaît nos terrains. Écoutez, il y en a, ça fait 20 ans qu'on fait les circuits, là, 15 ans, 10 ans, peu importe. On les connaît très bien. On lit toutes les feuilles d'évaluation que les gens font, donc on est au courant de tout ce qui se dit, tout ça. Donc, on fait vraiment nos circuits en conséquence. Mais oui, les gens qui ont un classe B versus une caravane à sellette ou quelqu'un qui va avoir une classe A avec un you-you, on s'entend que ce ne sera pas le même emplacement. Il y en a un qui peut rentrer partout, l'autre ne peut pas. C'est évident. Mais tout le monde paye malheureusement le même prix, c'est une question de service. Donc, c'est important parce que souvent, les gens nous le disent. Alors, je pense que j'ai dit, donc là, on arrive vraiment, vraiment à la fin. Donc, avez-vous d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Alors, madame demande s'il est possible de joindre un circuit en cours de route. Non. À moins que ce soit la première journée que vous ayez manqué, bon, quelque chose d'évidemment de compréhensible. Non, parce que ça ferait une gestion impossible, parce qu'il y en a d'autres qui diraient, ben moi, je pars 2 semaines plus tôt, l'autre, bon. Ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, votre famille, un de vos enfants, par exemple, vous rejoigne quand vous êtes à un long séjour quelque part, puis il dit, ben, regarde, moi, je prends l'avion, puis je te rejoins une semaine. Ben, s'il est dans votre VR, honnêtement, ça ne nous dérange pas. Mais que quelqu'un se joigne au groupe en partie, ça deviendrait ingérable rapidement. Même le terrain de camping ne saurait plus si ben, on est 20 ou on est 21, ou ce ne serait pas gérable trop. Donc, on fait vraiment partie de la caravane. Il y a des gens, des fois, qui quittent avant parce qu'ils ont une obligation professionnelle ou, je ne sais pas moi, n'importe quoi qui les ramène plus vite. Mais à ce moment-là, ils quittent la caravane. Idéalement, il ne faut pas le faire, c'est sûr. Vous avez acheté un voyage, c'est pour le faire au complet, mais ça peut arriver dans ce sens-là. Bon, c'est une bonne question. Le you-you, en fait, il est tout le temps suggéré. Ça dépend de votre véhicule. C'est évident qu'un classe A, pas un classe A, pardon, mais un classe B qui peut circuler plus facilement, ou quelqu'un qui a une caravane à sellette, ben lui, il dépine évidemment, puis il a son pick-up là. Ça, c'est l'idéal. Mais sinon, c'est sûr que si vous avez un classe A, par exemple, vous êtes mieux d'avoir un you-you. Parce que dès que vous allez vouloir faire l'épicerie, partir en amoureux ou aller au restaurant, ben là, vous n'allez pas dépendre des autres, là, parce qu'ils vont vous le faire une fois, mais peut-être pas 2. Vous allez rester sur le bord du terrain. Donc, l'idée, c'est quand même d'être autonome. Ça dépend de votre équipement et de vos habitudes. Si vous n'avez jamais l'habitude de traîner un you-you, j'ai envie de dire, faites-le pas, vous ne serez pas à l'aise. Mais généralement, les gens sont quand même assez confortables. Il y a une question de coût aussi, des fois. Là, quand on a un traversier qui est très long et qui est coûteux, comme Terre-Neuve, qu'on ne fait pas d'ailleurs l'année prochaine, ben c'est sûr que si vous traînez un you-you, ça va vous coûter plus cher en partant. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de son you-you? On l'utilise souvent beaucoup. Ben, ça peut être pour les visites. Comme je vous dis, votre épicerie, à un moment donné, vous n'avez pas le goût de vous faire à manger, vous voulez aller au restaurant, vous n'avez pas forcément envie de partir à 4 ou 5 ou 6. Là, vous voulez partir tous les 2. Donc oui, le you-you vous offrira toujours une liberté que vous n'aurez pas si vous en manquez puis que vous avez un véhicule trop imposant pour le déplacer facilement. Oui. Oui, monsieur? Au niveau des campings, vous demandez s'il y a des services?
Des fois, il y a des parcs nationaux. Là, des fois, il n'y a pas de service. Mais nous, quand il n'y a pas de service, on ne reste pas là 5 nuits, là. Parce qu'il y a une question d'autonomie. Il faut que tout le monde soit capable de vivre. Donc, quand on le fait, c'est parce que, on sait que c'est un incontournable. C'est super important de dormir là. Mais on va s'arranger soit pour avoir une vidange juste avant, ou c'est faisable, autrement dit. Puis l'Ouest canadien, ou nos circuits de l'Ouest, on les fait depuis 15-20 ans. Donc, on connaît par cœur les terrains de camping. Ben, génératrice, non, des fois, quand il y a l'électricité, c'est sûr, vous pouvez la partir, là, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, les parcs nationaux, souvent, c'est plus nature, donc il y a beaucoup moins de services. En même temps, quand on va dans des parcs nationaux tellement magnifiques, ben, faut se dire, OK, là, on y reste 2-3 nuits, puis c'est important, là. Il faut faire des concessions, là. Ouais. Il n'y a pas d'autres questions? Oui? Alors, pour l'hiver, même si ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est une bonne question. Alors, quand on part l'hiver, comme je vous disais tout à l'heure, on commence en hôtel les premières nuits. On appelle VR, on laisse hiverner, on n'a pas d'eau. Ben, c'est ça, c'est sûr qu'à moins 20, vous n'allez pas mettre vos conduits d'eau puis tout ça. On va déshiverniser votre VR quand vous allez arriver vers, je ne sais pas, la Pennsylvanie, dans ces régions-là. À partir du moment que ça, on est au-dessus de zéro, là, on va pouvoir repartir le VR. Ça, c'est important. Mais le Servil va tout vous dire ça en réunion. C'est fait pour ça, la réunion. Et puis, je voulais dire quoi sur l'hiver? Je suis en train de partir. Oui, l'hiver, si vous regardez dans notre site Internet pour voir les itinéraires, vous allez voir, des fois, il y a une nuit, puis après 2 nuits. Puis, on a envie de se dire, pourquoi il y a 2 nuits? Tu sais, c'est encore l'hiver, on est au nord. Mais nous, c'est notre journée tampon qu'on appelle. Parce que si vous partez en retard, mettons, il y a une tempête de neige. La route est glacée. Puis, ça arrive chaque année. Alors, on va peut-être perdre une journée quelque part. Puis, au lieu de défaire tout le circuit, on ne pourrait pas défaire tout le circuit, c'est impossible. On préfère se donner un petit loose, excusez-moi l'anglicisme au début, pour se dire, bon, bah, s'il y a un problème, au moins, on peut rester là. On ne restera pas de nuit, mais une nuit, parce qu'on l'aura perdu. L'année passée, vous voyez, c'est même pire. On a eu 2 nuits de retard, parce que la première nuit, c'était dangereux de partir. Puis nous, on ne part pas en danger. On part en sécurité. Donc, on a fait dormir les gens, puis on a poursuivi une autre nuit. Fait que là, on a carrément décalé certaines choses, mais on ne partira jamais en danger. Puis le chef de caravane, c'est la beauté de la chose. Comme je vous dis, il part avant vous. Donc lui, là, il est capable de dire au Serfil, la route est super belle jusqu'à, je vous dis n'importe quoi, Plattsburgh. Mais après ça, c'est pas beau. Ah, OK, alors on va rester. On y va avec la météo de la journée. Hein. Ce n'est pas prévisible, il faut y aller avec ce qu'on a, mais on est habitué et il faut s'adapter rapidement. On n'a pas le choix. C'est fait pour ça. Oui, madame? Pour l'hiver 2021? Non, ben c'est sensiblement les mêmes. Je vous dirais, cette année, on fait long séjour à San Diego. On fait séjour en Arizona. On fait Texas, que vous avez sur notre site Internet. C'est ça. C'est ça. Vous l'avez actuellement sur notre site. Il y a de la place encore pour l'hiver 2020 pour 2 circuits. Mais non, aujourd'hui, on ne parle pas de l'hiver 2021 parce que là, je vous perdrai. Là. On est déjà l'été 2020. On commence l'automne, fait qu'on va y aller comme ça. Mais on fera d'autres séances d'information au cours de l'année pour l'hiver aussi. Alors, ça marche comme ça. Oui? Oui, un circuit en Europe, oui. À l'aéroport ici ou là-bas, vous voulez dire? Là-bas, alors il y a vos accompagnateurs qui vous accueillent. Nous, là, Norvège, Portugal, Autriche, Islande, peu importe, vous allez avoir un accompagnateur qui va être avec sa pancarte Voyage FQCC. Vous allez tous vous être vus en réunion préparatoire, donc vous voyagez ensemble dans le même avion, vous allez vous reconnaître déjà. Et ensuite, l'accompagnateur vous accueille à l'aéroport. Il va vous amener pour dormir, reprendre du décalage horaire. Après le lendemain ou le surlendemain, on s'en va avec un autocar jusqu'au locataire de VR pour prendre les VR. Donc, vous êtes de A à Z avec des accompagnateurs. Vous n'êtes pas tout seul, puis on parle d'un groupe de 12 VR maximum. Et là, on ne part pas à 3 ou 4 sur la route, ça peut être 2 par 2 aussi. Parce qu'il faut comprendre qu'en Europe, les routes sont plus étroites. On ne fera pas de l'autoroute pour ne rien voir, on fera des petites routes ou des routes panoramiques. Tout est plus étroit. Le VR, les routes, tout. Alors souvent, c'est très drôle, la première réaction des gens, c'est « Ah, c'est petit comme VR ». Mais à la fin du circuit, c'est « Ah, c'est trop gros comme VR ». Tout est relatif. C'est quand on le sait qu'on comprend le pourquoi des choses. Ça va? Ben, je vous remercie infiniment de votre belle patience, écoute. Merci, puis à une prochaine fois.